Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 63e épisode du podcast de la cantine numérique de Brest. Pablo Rosi, maître de conférences en informatique à l'université Paris 8, nous présente une réflexion critique sur les limites de la blockchain et les illusions techno-solutionnistes de ses usages dérivés. Abordant la question du point de vue des choix techniques qui ne peuvent se dissocier des ressorts idéologiques qui les ont guidés, il dissèque implacablement l'inefficacité et même l'absurdité des promesses dézélotes de la blockchain et de son application à tout et à n'importe quoi. Bonne écoute. Pablo Rosi, bonjour. Bonjour. Tu es maître de conférences en informatique à l'université de Paris 8, au laboratoire LIASD et dans l'équipe Pastis. Qu'est-ce que c'est Pastis ? Pastis, c'est un acronyme qui veut dire programmation, apprentissage, sécurité, texte, image et simulation. C'est un peu l'agrégat de l'ensemble des domaines de recherche en fait, d'une équipe pédagogique à la base. C'est l'équipe de recherche qui correspond à un département d'enseignement d'une licence informatique purement géniale dont je vous invite à aller voir le site web. Qui est une licence informatique, vraiment 100% informatique, avec une mineure jeux vidéo, conception et programmation de jeux vidéo, où on fait plein de choses avec un esprit très pratique et beaucoup de projets, beaucoup de TP, et vraiment une approche du coup de la pratique vers la théorie et pas trop l'inverse comme ça se fait d'habitude en France. Et donc c'est une équipe de recherche qui regroupe du coup des gens qui partagent une vision, une certaine vision du métier de l'enseignement supérieur de la recherche, très orientée service public, au service des étudiantes et étudiants, et une vision de l'informatique où on essaye de pas juste faire des théorèmes, quoi. En termes de recherche, on fait de la pratique, on met en œuvre, on code, et voilà. Donc c'est des choses qui... C'est ça, Pastis. Voilà. Tes domaines de prédilection concernent plusieurs branches de la discipline, la sécurité, tout ce qui concerne la vie privée et les données personnelles. Ouais, c'est ça. Ce que je dis, c'est que je fais de la sécurité émancipatrice. C'est une façon peut-être un peu pompeuse de dire que je fais de la sécurité informatique, mais en essayant de choisir mes sujets de recherche et les choses auxquelles je vais m'intéresser, plutôt en fonction de critères, pas en fonction de critères techniques, quoi. C'est pas une technique qui m'intéresse, c'est plutôt l'usage final de ce que je vais pouvoir faire. Et donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit au service des gens et des collectifs. Et par exemple, tu fais ça dans le cadre de l'équipe Géode. Ouais, donc Géode, c'est un centre de recherche qui a été monté et qui est porté par l'Institut français de géopolitique, qui est une des composantes de l'université Paris 8 où j'enseigne et où je suis enseignant-chercheur. Donc je participe à ce projet-là en termes de recherche plutôt sur des aspects contrôle des données personnelles, donc modélisation du contrôle sur les données dans des systèmes d'information, etc. Et puis j'enseigne aussi en master de géopolitique, en plus d'enseigner en informatique. Et les étudiants et étudiantes de géopolitique, le cours que je leur donne, ça s'appelle Approche technique de l'espace numérique. Et l'idée, c'est de leur expliquer comment fonctionne Internet, de leur introduire un petit peu de programmation, de leur montrer plein d'outils d'exploration du réseau, et d'études du réseau aussi, et de leur faire comprendre comment ces outils marchent pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que les outils leur disent, pour pouvoir faire de la géopolitique cyber. Donc de nouveau, une approche très concrète de l'informatique, sans la cacher derrière des grands théorèmes ou des choses trop abstraites. Ouais, même si ces choses-là sont utiles aussi, il faut de tout, mais c'est les choses que nous, on aime bien faire, en tout cas, c'est plutôt ça, ouais. C'est des choses assez concrètes, de l'informatique sur les ordinateurs, quoi, on va dire. Et puis le rendre accessible. Ouais. Et on te reçoit pour encore un autre de tes intérêts, c'est celui des chaînes de blocs, une approche assez critique. Oui, voilà, c'est un intérêt critique, c'est ça. Donc tu as tout un projet Unblocked et Unchained, pour casser finalement ces chaînes de blocs. Oui, en fait, ça fait partie de l'aspect sécurité émancipatrice, et cetera. En fait, de par ma formation et mes sujets de recherche, et cetera, en fait, je suis tout à fait équipé pour comprendre comment ça marche, cette technologie, les blockchains. Ce qui fait que quand j'ai commencé à voir ce que c'était, ça m'a désintéressé tout de suite. Mais sauf que ça a pris de l'ampleur. Et à un moment donné, en fait, ça s'est passé quand il y a eu la bulle NFT, en fait, c'est à peu près à ce moment-là.
et que j'ai vu des gens qui étaient pas des geeks, ouais, qui étaient des gens qui étaient pas des geeks tout simplement, hein. J'ai vu des gens qui étaient pas des geeks, se faire attraper par le truc, et je me suis dit genre: «Mince, ça touche des vrais gens, et pas juste des gens qui jouent avec la tech parce que, bah, elle est jolie, techniquement, quoi». Et et du coup, je me suis dit qu'il fallait m'y intéresser de plus près parce que je sentais bien qu'il y avait un truc qui clochait derrière, et donc je me suis replongé dans vraiment le fonctionnement et cetera, d'où ça vient, ces choses-là. Et depuis, je fais beaucoup effectivement de médiation autour de ce sujet-là, en lien aussi avec, les sciences humaines et sociales du coup, parce que c'est un sujet qu'on peut pas aborder que techniquement. C'est hyper important d'aussi s'intéresser aux aspects économiques, sociologiques, politiques, du fonctionnement de cette technologie, de ses limites et cetera. Et donc, c'est vrai que j'ai développé tout un truc, critique, sur les blockchains, et c'est aujourd'hui une grosse partie de mon activité en termes de recherche qui, du coup, est devenue une activité de médiation, en fait. Parce que je ne crée pas de nouvelles choses, hein, dans les blockchains. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt d'expliquer, vraiment c'est quoi cette technologie, qu'est-ce qu'elle fait et surtout ce qu'elle fait pas. Donc en faisant comprendre le fonctionnement, essayer d'en faire comprendre les limites, et du coup, tous les mensonges qu'il y a autour, avec la propagande, qui va avec, depuis le papier de Nakamoto, de Satoshi Nakamoto, où dans le titre déjà il y a 2 mensonges, quoi. Donc ces 2 mensonges sont? Donc le titre c'est, Bitcoin : peer-to-peer electronic cash system. Hem, En fait, c'est un système pair à pair qui permet de mettre en œuvre un registre, la blockchain, et sur ce registre, on est capable d'écrire des transactions et c'est un peu la seule chose que ce registre sait faire, malgré ce qu'en disent, beaucoup de monde. Heu et en fait, du coup, c'est des transactions, heu, avec une monnaie, si on veut appeler ça comme ça, purement scripturale, c'est qu'un jeu d'écriture. Et ces transactions, elles ne sont pas pair à pair, elles sont enregistrées sur le registre. Une transaction pair à pair, elle devrait pouvoir se faire entre 2 individus sans, sans que personne d'autre, en soit au courant, quoi. Là, c'est une écriture sur un registre qui centralise les transactions. C'est juste que ce registre est géré de façon pair à pair. Donc faut vraiment distinguer les deux choses. Le registre, il est distribué, il n'est pas décentralisé. Ça, c'est une forme de décentralisation si on veut, mais c'est un peu joué sur les mots. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment que, en fait, c'est pas du cash, c'est de l'écriture, c'est de la monnaie scripturale, c'est pas du cash. Et c'est pas le cash system qui est pair à pair. Un vrai titre, ça aurait été, un système pair à pair, pour mettre en œuvre, heu, un système de transaction, sur un registre, distribué. Donc le fait de l'orienter tout de suite vers, un aspect, d'échange, matériel, et si possible financier, ça montre déjà que, il y a déjà un enjeu politique finalement, dès l'origine. Oui, ça c'est sûr. En fait, le groupe de gens qui parlaient de ça depuis un moment et sur lequel on a retrouvé des mails de ce fameux, ou ces fameux, fameuses, je sais pas, Satoshi Nakamoto, puisqu'on sait pas vraiment qui c'est. Hem, c'est les cypherpunks. Donc c'était une mailing list qui existait depuis longtemps et tout. Et cette idée de cash électronique, enfin de monnaie électronique en tout cas, elle existe depuis longtemps. Il y avait des prémices avec des choses comme DigiCash, il y a des gens comme David Chaum qui s'y sont intéressés il y a très longtemps et cetera. Hem et Bitcoin arrive là-dessus avec la volonté d'être, tout à fait un système de transaction monétaire, même avec la volonté affichée, hein, d'être de la monnaie, de tous les jours, du cash, ce que c'est incapable d'être, par ailleurs, mais ça a été démontré depuis. Hem Et ça arrive dans un contexte, fin 2008, juste après la crise, des subprimes et cetera, où il y a une défiance vis-à-vis des institutions bancaires, qui est par ailleurs, tout à fait justifiée, hein, puisqu'ils ont fait n'importe quoi. Et donc ça arrive avec une solution, mais qui n'est pas la seule qui pourrait être proposée face à cette défiance, face à ces institutions des banques, mais qui a une solution politique, qui est proposée, et donc avec un idéal derrière, avec, une pensée monétaire, une pensée économique et une pensée politique derrière qui est gravée dans la technologie.
parce qu'elle a été pensée comme ça. Ou par exemple, on essaye, et ça se voit dans le papier, dans le white paper de Bitcoin, il y a l'analogie, elle est déjà utilisée, où on essaye de recréer de l'or numérique. C'est-à-dire qu'on veut passer à de la monnaie marchandise, de la monnaie métal, quoi. Et donc ça, c'est très marqué politiquement, par exemple. Et donc, donc on voit bien ici un des premiers, pivots techniques que ce que tu as déjà évoqué, c'est l'idée de décentralisation. Donc décentralisation au sens ici ne pas être astreint par les banques centrales ou par tout autre producteur de monnaie que les acteurs eux-mêmes qui participent. Ouais, alors, producteur de monnaie, c'est marrant de le dire comme ça parce qu'en fait, la création monétaire, donc c'est un outil technique, économique, politique et cetera, et il y a personne qui le contrôle dans Bitcoin, hein. C'est pas vrai qu'on change demain le contrôle monétaire. Le contrôle monétaire dans Bitcoin, il est à nouveau gravé dans le marbre, dans les règles. On crée, tant de bitcoins, tous les tant de temps, et cetera, et cetera. On se on fait comme si la monnaie n'était pas politique et qu'on pouvait avoir décidé d'un truc une fois pour toutes et ensuite c'est fini. On est obligé de se plier à ces règles-là. Mais en fait, c'est la monnaie, c'est un instrument politique, économique, hyper important et pouvoir créer de la monnaie, la détruire et cetera, c'est des choses qu'on peut enfin sur lesquelles il faudra avoir un contrôle démocratique, en fait. Et actuellement, c'est pas les banques centrales qui ont le contrôle de la planche à billets, hein, c'est les banques privées, c'est les banques de détail. Et donc ici, en fait, on délègue à un algorithme qui va évoluer pas ou très très peu. Toutes les décisions, elles ont été prises en amont quelque part. Oui, c'est ça. On délègue à un algorithme, cet algorithme, il a été conçu par des gens qui ont une pensée politique. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement les autres points techniques fondamentaux de la blockchain qui vont avoir des effets et qui ont été comme ça pensés à ce moment-là? Bah, peut-être pour en parler, il faut déjà essayer de décrire, au moins schématiquement, ce que c'est. Donc une blockchain, c'est un registre, distribué sur lequel on écrit, des informations qui sont censées faire consensus. Et ce registre, il est ce qu'on dit immuable. Enfin, il est pas vraiment immuable parce qu'on peut le modifier vu qu'on rajoute des choses, mais disons que les choses qu'on y écrit sont immuables. Une fois que ça y est écrit, on peut plus supprimer, on peut plus, modifier. Donc il y a des outils cryptographiques qui nous permettent de mettre ça en œuvre. C'est des outils qui existaient déjà avant, Bitcoin, mais qui ont été ingénieusement, mis ensemble pour réussir à faire fonctionner cette chose-là. Hem, donc une fois qu'on a dit ça, l'usage pour lequel ça a été pensé, Bitcoin, donc les blockchains qui ont été inventés pour ça, c'est des transactions monétaires. La propriété que ça a, le fait que c'est pas du cash justement et que c'est de la monnaie purement scripturale, que c'est qu'un jeu d'écriture, c'est que en fait, l'écriture elle est performative. Du coup, quand on écrit sur le registre qu'une transaction a eu lieu, bah, c'est vrai, par définition, parce que la transaction a lieu parce qu'elle est écrite sur le registre. C'est le registre qui fait foi. Et donc du coup, le registre, c'est la source de vérité et donc quand on écrit dedans, c'est sûr. Et en fait, une des choses la première chose et la plus essentielle à comprendre vraiment dans les limites des blockchains, c'est ça. Et après, il y en a plein d'autres, hein, qui posent, tout un tas d'autres problèmes. Heu, c'est que tous les autres usages, qui ne sont pas des transactions monétaires, en fait, ils se fourvoient dans cette espèce de confusion de: «Ah, je l'ai écrit dans une blockchain, donc c'est bon, c'est sécurisé». Mais en fait, si ce que vous avez écrit dans la blockchain, c'est pas intrinsèquement performatif, en fait, vous avez rien sécurisé du tout. Vous l'avez écrit dans une blockchain, mais ça change rien à la vraie vie, quoi. Oui, c'est l'exemple des NFT. Bah, par exemple, ouais, mais c'est l'exemple de enfin 99 enfin 100 des projets blockchain qui sont pas des cryptomonnaies, quoi. Les cryptomonnaies qui posent tout un tas de soucis par ailleurs. Ça va juste en fait pointer vers un autre endroit où un acteur tiers pourra, il existe toujours, vous donner un échange de quelque chose contre votre token. Oui, c'est ça. En gros, dès qu'on écrit quelque chose dans une blockchain qui n'est pas une transaction dans une cryptomonnaie de cette blockchain, vous avez besoin d'un acteur extérieur à la blockchain pour soit faire en sorte que ce soit vrai, soit s'assurer que c'est vrai, et cetera. Et donc, vous retombez dans une situation qui est 100 naturelle, qui est tout le temps là, où vous avez un tiers de confiance ou une autorité externe naturelle dont vous ne pouvez pas vous passer. Heu
c'est bien, c'est mal, ça après c'est voilà, mais en tout cas, on peut pas s'en passer, c'est voilà, c'est comme ça et donc du coup, le fait d'avoir, recouru à une blockchain pour faire ça n'a plus aucun sens, quoi. Parce qu'en fait, on n'est pas dans une situation où on a besoin d'une blockchain. Parce que ce que réussit à faire la blockchain quand ça a été inventé pour Bitcoin, ce que ça a réussi à faire cette technologie, c'est de faire fonctionner ce fameux registre immuable, distribué, etc., sans tiers de confiance. Et même pire que ça, dans une situation de défiance généralisée. Mhm. Voilà. Dès qu'on n'est pas dans une situation de défiance généralisée, où on peut faire confiance à personne, excepté soi-même, ce qui est par ailleurs très individualiste, ce qui est une des marques politiques de la technologie, l'individualisme. Dès qu'on n'est pas dans ce genre de situation, en fait, on peut faire mieux qu'une blockchain. On peut faire plus simple, plus efficace, moins cher, plus sécurisé. Voilà. Donc typiquement, les trucs, moi je suis dans l'enseignement supérieur, un exemple qu'on a très souvent, c'est des startups, des boîtes, des projets, etc., qui veulent mettre des diplômes dans des blockchains pour les certifier, etc. Enfin, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, la valeur d'un diplôme, c'est très exactement la confiance qu'on a envers l'institution qui l'a délivré. Et donc, on peut pas dire genre, mais c'est bon, n'importe qui peut délivrer des diplômes et les mettre dans une blockchain. Donc c'est vraiment un contresens complet. Et donc, ça veut dire que ce tiers de confiance, l'institution qui délivre le diplôme, l'établissement supérieur, l'université, etc., il est indispensable. Et c'est lui la source de vérité. De la même manière que certifier des œuvres d'artistes, etc., en fait, c'est pas parce que c'est écrit dans la blockchain que c'est vrai, encore une fois. C'est pas performatif, c'est pas parce que j'écris genre, ah, ce tableau, c'est je sais pas, un nom de peintre, que c'est vrai. En fait, ça va être vrai si ça a été attesté par le ou la peintre elle-même, ou par, si c'est, je sais pas, un peintre qui est mort il y a 200 ans, si des experts et expertes de ce peintre en particulier retrouvent examinent une peinture qu'on retrouve dans un grenier et disent: «Ah ouais, c'est clair, c'est son style et tout, là, nanana, on a gratté la peinture», non, ils grattent pas la peinture, mais vous voyez, on a utilisé des techniques pour voir derrière la peinture et il y a sa signature et tout, enfin voilà, donc et c'est à ces experts qu'on va faire confiance pour authentifier l'auteur de la peinture ou l'autrice. C'est absolument pas au fait que ce soit écrit dans la blockchain. Le fait qu'on le mette dans une blockchain après, ça n'apporte rien, en fait. C'est un moyen très cher de distribuer l'information. Oui, beaucoup, beaucoup moins efficace qu'un catalogue ou qu'une base de données. Oui, c'est ça. Et si tout ce dont on a besoin, c'est de faire en sorte que l'information soit publique, distribuable et immuable, c'est-à-dire qu'il y a des situations où c'est vrai, on a envie qu'une fois que l'information elle est passée, on puisse plus la modifier, qu'il n'y ait pas de triche a posteriori. Mais ça, en fait, on sait le faire de manière beaucoup plus simple, parce que tout ce qu'il suffit de faire, c'est de pouvoir vérifier l'intégrité des données. À partir du moment où on a distribué les données, on a des points de comparaison. Et donc, c'est facile de faire un truc qui ait ces propriétés-là, quoi. Les gens qui codent, qui programment, etc., connaissent Git. Git, ça a ces propriétés-là sans être une blockchain parce qu'il n'y a pas de mécanisme de consensus. Donc, les mécanismes de consensus, c'est les fameuses preuves de travail, preuves d'enjeu, etc. Donc, c'est des choses qui. Alors, pour la preuve de travail en particulier, c'est très coûteux. Pour la preuve d'enjeu, c'est moins efficace. En termes de sécurité, ça pose d'autres questions, etc. Mais voilà. C'est jamais utilisé tout seul, la preuve d'enjeu. Il y a toujours un petit peu de preuve de travail, ou alors on casse le truc et en fait, on fait confiance à des gens quand même. Enfin, voilà. Mais ces choses-là sont très coûteuses et en fait, dans la plupart des situations de la vraie vie, on n'en a pas besoin parce qu'on n'est pas dans une situation de défiance généralisée. Et donc, on n'a pas besoin de blockchain. Ce phénomène de consensus, il peut pas. Il y a eu des séquences historiques en fait dans le Bitcoin où il a été où il était cassé, où finalement il y a eu des schismes, des séparations entre différents canaux. Il y a eu des splits puisque c'est des moments où justement il y a eu plusieurs consensus qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Alors, en fait, il faut distinguer deux choses quand on parle de fork. La première chose, c'est il y a des forks qui arrivent naturellement, c'est-à-dire que donc le principe quand on veut écrire, quand on veut ajouter une information dans ces registres-là, on va pas partir sur les projets complètement délirants techniquement. On va partir sur ceux qui sont délirants seulement humainement, donc les crypto-monnaies.
c'est que donc, des gens qui veulent faire des transactions vont les annoncer sur le réseau, le fameux réseau qui lui est effectivement pair à pair. Il y a des acteurs sur ce réseau qu'on appelle des mineurs. Alors ça aussi, c'est très chargé politiquement, le terme de mineur, on pourra revenir dessus tout à l'heure peut-être. Mais donc qui font les calculs, pour vérifier que, les transactions sont OK. C'est-à-dire qu'on vérifie que les gens dépensent que de la crypto-monnaie dont ils disposent, qu'ils possèdent effectivement. C'est-à-dire qu'on regarde l'historique du registre. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est ça. On regarde l'historique du registre, pour vérifier si, quand Alice envoie, 5 trucs coin à Bob, c'est des 5 trucs coin qu'elle possède bien, quoi. Voilà. Et donc, ensuite, une fois qu'on a validé, enfin que ces mineurs ont validé un certain nombre de transactions, ils les mettent ensemble dans ce qu'on appelle un bloc. Et ce bloc, ils vont faire des calculs dessus pour juste savoir qui va être tiré au sort. C'est ça un mécanisme de consensus. Okay, parce qu'ils ont tous un bloc à rajouter. Ils ont tous envie de rajouter leur bloc parce que comme ça coûte cher de rajouter un bloc, vu qu'il faut faire tout un tas de calculs, etc., il y a une récompense. Donc tout le monde a envie d'avoir la récompense. Et donc chacun veut ajouter le bloc, mais il faut faire un tirage au sort. C'est le seul moyen qu'on a trouvé de faire en sorte que on dépende de personne. Et donc, il faut faire un tirage au sort qui soit pas contestable et qui soit pas fait par quelqu'un en particulier parce que sinon, on dépend de cette personne. Et donc, le mécanisme qui a été trouvé, c'est en gros de faire des calculs inutiles. Il faut absolument que ces calculs soient inutiles. On pourra aussi revenir sur pourquoi il faut que ces calculs soient inutiles parce que sinon, ça affaiblit le modèle de sécurité. Mais des calculs inutiles qui, par hasard, peuvent trouver la solution d'une inéquation. Une solution, voilà. Mais c'est vraiment que par hasard que c'est trouvable. Et donc le premier qui trouve, bah, il annonce sur le réseau: «J'ai trouvé, c'est moi qui ai tiré au sort». Donc déjà là, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de mécanisme de consensus, mais en fait c'est pas on dit ça parce que c'est le problème du consensus distribué, qui est un truc d'informatique distribuée, hein, d'informatique théorique distribuée et pratique. C'est pas du tout le consensus de la vraie vie. Dans la vraie vie, quand on parle de consensus, c'est que tout le monde est d'accord ou au moins qu'il y a pas d'opposition. On dit genre: «Oui, la décision a été votée, au consensus, moins 3 abstentions», par exemple, voilà, personne s'est opposé à la décision. Là, en l'occurrence, ce qu'on appelle le mécanisme de consensus, c'est juste atteindre le consensus distribué. Donc l'idée, c'est vraiment juste que l'ensemble des acteurs qui participent à l'algorithme de consensus doivent à la fin voir la même valeur, le même bloc qui a été tiré au sort. Mais on s'en fiche duquel c'est, et il n'est pas une question de c'est le bloc qui a été proposé par le plus de monde, etc. C'est pas un vote, hein, parce que de toute façon, chaque bloc est unique puisque chacun veut s'attribuer la récompense et que la récompense, elle est inscrite dans les transactions du bloc. Et donc, c'est vraiment juste le tirage au sort de quelqu'un qui décide tout seul pour ce tour-là. Donc, on est sur un truc qu'on appelle consensus, mais qui est la décision de un contre tous les autres. C'est vraiment le plus éloigné possible du consensus du langage courant, hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Ces calculs-là, ça arrive par hasard. Et donc, je reviens sur de là où on était parti. Il se peut qu'il y ait 2 personnes qui, à peu près en même temps, avec le temps des latences réseau, des transferts, etc., réussissent à calculer ce truc-là par hasard, quoi. Et donc, on se retrouve avec 2 blocs valides qui circulent sur le réseau et qui sont arrivés suffisamment à peu près en même temps pour que certains voient d'abord l'un en premier et d'autres voient l'autre en premier. Le truc, c'est que dès qu'il y a un nouveau bloc qui arrive, on a envie de repasser au calcul suivant parce qu'il faut vite pas perdre de temps à essayer de faire des calculs aléatoires pour être le prochain à être tiré au sort. On perd pas de temps à attendre, genre est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui arrive, qui m'arrange plus, etc., quoi. Donc, premier bloc qu'on voit passer, on le met sur la chaîne, sur sa version locale de la chaîne, on le diffuse aux autres en disant genre ouais, c'est bon, il est OK. Et puis on recommence à faire ses calculs avec, on reprend les transactions qu'on voulait mettre nous dans le registre, celles qui sont déjà par hasard dans le bloc que l'autre personne a trouvé, qui nous est arrivé, on les enlève, on en met éventuellement d'autres, etc. Et puis on relance nos calculs avec l'information du nouveau bloc, parce que il y a un truc qui est nécessaire techniquement pour rendre immuable ce qui est écrit, c'est que chaque bloc contienne un identifiant du bloc précédent. Donc on crée notre nouveau bloc qu'on va miner avec celui qu'on vient de rajouter, et puis on repart, on relance les calculs. Et donc, quand on est dans cette situation, du coup, il y a 2 versions de la chaîne qui coexistent, puisqu'il y a des gens qui font des calculs sur une version où c'est un des 2 premiers blocs qui a été trouvé en même temps,
et d'autres gens qui font des calculs avec l'autre bloc, en repartant de l'autre. Et du coup, on est dans une situation de fork à ce moment-là. C'est-à-dire que la chaîne, elle a 2 suites possibles. Et en fait, dans Bitcoin, par exemple, et c'est comme ça dans plus ou moins toutes les blockchains, en fait, la solution qui a été trouvée, elle est très simple, c'est continuez comme vous voulez. Au bout d'un moment, il y en aura un qui sera plus long que l'autre, parce qu'il y aura plus de gens qui seront partis sur ça, et donc c'est celui-là qui vaudra. Et donc là, on se retrouve dans une situation de fork où, au bout d'un moment, il y a une des 2 branches du fork qui n'existe plus. Enfin, on l'oublie parce qu'elle est moins longue que l'autre, donc ça se résout assez rapidement en général, hein. Et ça veut dire que les transactions qui ne sont que dans la partie qui va être oubliée, elles n'ont plus eu lieu. Et ça, c'est aussi un problème, hein, parce que c'est un truc qu'on veut absolument éviter parce que ça permettrait de la double dépense. On pourrait dire, si je pouvais maîtriser ça, je pourrais faire en sorte de faire 2 blocs qui arrivent en même temps. Un où j'utilise des bitcoins pour m'acheter un appart, et un autre où je les ai pas utilisés, ou alors je les ai utilisés pour m'acheter un autre appart. Et puis je récupère les clés, etc. rapidement. Et puis hop, ensuite, il y en a un des 2 qui est parti. Du coup, j'ai dépensé j'ai dépensé 2 fois les mêmes bitcoins pour acheter 2 apparts, sauf que voilà. Donc ça, c'est une des premières situations de fork. Et ensuite, il y a des forks qui peuvent être décidés par des humains. Et donc, par exemple, dans l'histoire de Bitcoin, il y a eu à un moment donné des gens qui ont voulu qu'on puisse faire plus de transactions, et donc augmenter la taille des blocs, notamment la taille technique informatique en octets, quoi, des blocs, pour pouvoir mettre plus de transactions dedans, pour pouvoir faire plus de transactions toutes les 10 minutes, et qui ont créé Bitcoin Cash. Et donc, il y a certains qui ont suivi, d'autres qui n'ont pas suivi, d'autres qui se sont dit, je fais les 2. Et donc là, c'était un fork décidé humainement, quoi. Voilà. Ça, après, c'est un autre type de fork qui peut arriver sur ce type de technologie. Et ici, on pourrait presque considérer que on a une forme de démocratie pour le coup, parce que du coup, ça serait les plus nombreux qui décident. Mais en fait, c'est c'est surtout ceux qui ont le plus de ressources qui vont décider ce qui va continuer à avoir de la valeur, quoi. Donc c'est une genre de, je sais pas si on peut dire ça, c'est pas une démocratie, c'est censitaire, enfin genre c'est ceux qui ont le plus de ressources qui vont décider qu'est-ce qui va pouvoir continuer à avoir de la valeur, etc., quoi. Et à partir de là, à partir de cet exercice politique de création d'une monnaie électronique, hein, sont venus s'ajouter tout un monde de promesses plus ou moins délirantes, hein. On l'a connecté au métavers, on l'a connecté au Web 3, dont on parle plus trop. Je pense que ouais, ça c'est bon. Ouais. Et au NFT qui a fait une belle bulle aussi. Il y a vraiment tout un ensemble comme ça dans lequel l'imagination semblait de plus avoir de limites, hein. En fait, je pense que ça, c'est vraiment lié à la première chose que j'ai essayé de mettre en avant, c'est la confusion sur cet aspect performatif, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment eu un truc, il y a un aspect techno-solutionniste, gaga, techno-BA, disent certains, de genre c'est dans l'ordinateur, donc c'est trop bien, ça marche, on fait confiance, etc. C'est ce qu'on voit avec l'IA en ce moment aussi, qui est assez catastrophique. Mais donc il y a cet aspect techno-solutionniste et il y a la confusion autour de l'aspect performatif, quoi. C'est de croire que ah bon, mais alors quand c'est écrit dans une blockchain, c'est forcément vrai, c'est sûr, c'est sécurisé, etc. Et du coup, il y a des gens qui sont partis en latte complètement là-dessus et qui veulent mettre dans des blockchains des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc les NFT, c'est mettre des titres de propriété, donc soit de trucs virtuels, soit d'objets réels même, hein, dans une blockchain, mais avec le truc que en fait, encore une fois, c'est que de l'écriture, ça n'a aucun lien avec la réalité. Donc on peut tout à fait, sur la même blockchain, créer 15 titres de propriété différents pour un même objet, ce qui est pas forcément un souci si on décide qu'on a envie de faire ça, hein, parce que la notion de propriété, de toute façon, c'est pas un truc qui existe, hein. Enfin, c'est une construction politique, sociale, voilà, hein. Donc voilà. Et puis ensuite, il y avait l'idée que genre, en fait, tu dis que tu veux pas centraliser les trucs et tout, mais en fait,
ta notion de propriété, elle n'a de valeur que si tu peux la faire valoir en justice. Parce que, bah, sinon, si je viens te prendre ton truc, bon, bah, tu fais quoi, quoi? Donc en fait, c'est comme les contrats, quoi. C'est pas entre 2 personnes, c'est toujours avec un tiers, qui peut garantir que le contrat va être honoré et vers lequel on peut se retourner si l'autre partie ne remplit pas sa part du contrat. Et donc en fait, il faut que la justice, elle décide à quelle blockchain elle fait confiance, puisque si je prends 2 blockchains différentes, c'est 2 registres différents, donc je peux écrire, sur un une chose et sur l'autre son contraire. Mmh. Et il y a rien qui m'en empêche et donc bah, en fait, on est à nouveau dans une situation où, ah bah, dans la vraie vie, en fait, il faut qu'il y ait de la confiance et il faut qu'il y ait un tiers et tout ça, quoi. Donc en fait, c'est un peu, a toujours le même problème, c'est qu'on essaye d'apporter une solution technique à un problème politique. Si on estime qu'on peut pas avoir confiance en nos institutions, en fait, il faut changer les institutions. Il faut pas essayer de dire: «Je vais faire confiance à personne et je vais, m'enterrer, dans mon bunker, avec, mon argent sous mon matelas», quoi. Et en fait, l'esprit de la blockchain, c'est ce truc-là. On fait bande à part, entre nous, entre ceux qui le peuvent, c'est-à-dire ceux qui ont accès à des machines et à des machines, suffisamment puissantes ou à suffisamment d'argent pour pouvoir, heu, rentrer dans le jeu sans avoir de machine, mais juste sur une plateforme d'échange, puisque c'est ce qui va se faire le plus souvent. Alors ça, parlons-en, parce que en plus de ça, en plus d'être politiquement ultra individualiste et tout, c'est complètement délirant. C'est-à-dire que en vrai, ça n'existe pas ce scénario où, je suis capable de gérer ça tout seul et tout. Même les gens qui sont, dont c'est le métier, ils font des erreurs de manipulation. Donc enfin je veux dire, il y a quelques peut-être années maintenant, Microsoft a fait fuiter, une clé privée de GitHub. Donc enfin, penser parce que, donc toutes ces choses-là fonctionnent avec de la cryptographie et on ne sait pas faire de la cryptographie asymétrique. C'est la cryptographie dont il y a besoin là. On ne sait pas faire de la cryptographie décentralisée, conviviale. Les seuls trucs de cryptographie qui fonctionnent bien dans la vie de tous les jours, qui sont utilisables par les gens, il y a une forme de centralisation dedans qui permet de la rendre conviviale. WhatsApp, Signal, vos cartes bleues, etc. Les certificats SSL, TLS, etc. pour le web, pour les sites en HTTPS, votre banque et tout ça. Il y a une forme de centralisation quelque part qui permet de rendre ça convivial. Et en fait, on ne sait pas faire de, de la cryptographie comme ça, sans centralisation et convivial. Et en fait, ça fait que c'est inutilisable pour le commun des mortels, déjà, dans la façon dont c'est pensé pour les blockchains. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui sont des aficionados, des défenseurs des blockchains, etc. En fait, même parmi ces gens-là, il y a des gens qui ne gèrent pas leurs propres clés, etc. et qui sont sur des plateformes d'échange, qui sont en fait des tiers de confiance, mais moins bien régulés qu'une banque, quoi. Donc, ils sont en train de recréer tout le système qui conspue, mais en moins bien, quoi. Enfin, ou en aussi pire, on va dire. Avec, disons cette fois des anecdotes où des personnes disparaissent, des personnes qui possèdent des clés du serveur disparaissent. Alors, on sait pas ce qu'ils deviennent et cetera mais on se rend compte que du coup, ça tient sur une seule personne alors que, effectivement l'intérêt, on va dire d'une banque centrale, c'est peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui possèdent les clés du coffre, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, ça pourrait. Je veux dire, je vais absolument pas défendre les banques centrales, et cetera. C'est vraiment pas du tout ni ma ligne politique, ni mon idée, quoi. Heu, mais ces institutions, on pourrait se battre pour les rendre démocratiques. On pourrait se battre pour socialiser ces institutions. On pourrait se battre pour faire en sorte que, on n'en dépende pas, de cette façon-là. Heu, on pourrait faire de la régulation beaucoup plus, forte, enfin, on pourrait, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Penser que c'est la technologie qui va être la solution plutôt que la politique, en fait, c'est une erreur parce que ça veut dire qu'on donne le pouvoir juste à d'autres gens et qu'en plus on rend ça hyper élitiste et en plus c'est un élitisme ultra mal placé parce que c'est pas vrai que, personne fait d'erreur, quoi. Et avec ces outils cryptographiques, le problème c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que une fois que vous avez fait une transaction au mauvais endroit, vous pouvez pas le récupérer. Si vous avez perdu votre clé privée, bah, vous avez, tout, ce que vous aviez, qui était contrôlable avec cette clé privée est perdu à tout jamais. Et en fait, le truc, c'est que même si vous vous dites, mais peut-être qu'un jour dans le futur, on aura un moyen de retrouver ma clé privée et tout, en fait, si on est capable de faire ça, on a cassé la cryptographie utilisée, les systèmes cryptographiques utilisés dans la technologie en question, et c'est fini.
Donc c'est vraiment perdu, perdu, quoi. Et d'ailleurs, il y a des estimations qui disent que 15 à 20 des bitcoins qui existent sont perdus déjà. C'est-à-dire que les gens, je sais pas, ils ont déménagé, ils ont supprimé le fichier sans faire exprès, l'ordi a été pris dans un incendie, enfin n'importe quelle raison, mais il y a 15 à 20 des bitcoins qui sont déjà plus utilisables. Oui, tout à fait. Le principe de la monnaie, c'est d'être créée et détruite sans arrêt. Et c'est un des soucis de beaucoup de blockchain, hein, ou de crypto-monnaies, qui est de pas avoir prévu cette recréation. Alors on peut, faire bouger la virgule, Ouais. mais en principe, à terme, ça va tendre vers des monnaies qui vont être, qui vont être épuisées, soit parce que les personnes, par exemple, ont perdu leur code, ont perdu le support matériel sur lequel c'est déposé, ou parce que, en fait, elles veulent pas se faire identifier. C'est l'idée que justement ces Satoshi, ne peuvent pas dévoiler, leur identité en ne faisant qu'un seul échange, même pour s'acheter, un carambar, quoi. Ça, par exemple, le fait qu'on ait décidé qu'il y ait, une quantité finie de bitcoin, donc il y en aura jamais plus que 21 millions et puis en plus, comme on vient de le dire, ils sont amenés à disparaître donc à long terme, il y en a zéro en fait, hein. Mais le fait que ce soit décidé comme ça, le rythme auquel ils sont créés et tout, donc c'est des décisions qui ont été prises de manière arbitraire lors de la conception de la technologie, heu, mais qui sont guidées par un truc politique. Enfin, quand je disais tout à l'heure, ils essayent de recréer, une version numérique de l'or parce qu'ils croient à cette valeur monnaie parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, quand on fait confiance à personne, on peut pas avoir de la monnaie au sens, courant de la monnaie parce que, la monnaie au sens courant, c'est une dette. Dire, quand on a un billet de 10 euros, ça représente une valeur de 10 euros parce que c'est, la banque nous enfin, on peut l'échanger contre un truc qui vaut 10 euros quoi et si j'ai, tant d'euros sur mon compte, bah, c'est une dette de la banque envers moi. Là, si j'ai 100 euros sur mon compte, en fait, c'est la banque, elle a dans ses dettes, elle a: «Je dois 100 euros à Pablo», quoi. Et en fait, une dette, ça implique si on veut qu'elle ait une valeur, une dette, il faut qu'on ait confiance en le fait qu'elle soit remboursée. Confiance en les gens et les institutions. Quand on est dans un mode ultra individualiste où on veut faire confiance à personne à part à soi-même, on peut plus avoir ça. Et donc forcément, le seul type de monnaie qu'on veut avoir, c'est une forme de monnaie marchandise, de monnaie métal, où en fait, ouais, une pièce de 10 grammes d'or, elle vaut 10 grammes d'or parce que c'est 10 grammes d'or, pas parce que c'est écrit dessus, quoi. Et ensuite, il y a le cours de l'or, et la façon de donner une valeur à ce truc-là, c'est un marché, voilà. Du coup, comme ils veulent recréer ça, c'est pour ça qu'on a une quantité finie de bitcoin et tout, à l'image et c'est écrit dans le papier, hein, à l'image du fait qu'il y a une quantité finie d'or sur terre. C'est pour ça que, tous les 4 ans, on divise par 2 le nombre de bitcoins offerts en récompense aux mineurs à chaque fois qu'ils minent. Alors c'est un mauvais terme, mais qui forgent, on va dire, un bloc. C'est parce que, en fait, plus on a pris d'or dans les mines d'or, moins il y en a, plus c'est difficile à trouver. C'est vraiment cette analogie que moi, au début, quand on m'en avait parlé, je pensais que c'était une analogie, pédagogique qui avait été trouvée a posteriori. En fait, non, c'est une analogie, qui est à la conception même de la technologie, quoi. C'est-à-dire que c'est cette vision politique de la monnaie très particulière, qui est marquée à très à droite, quoi, hein, pour être clair. En fait, elle est inscrite dans le fonctionnement même et dans l'invention même de la technologie, quoi. Est-ce qu'il y aurait alors, il y a des personnes, des groupes, qui essaient de corriger certains des aspects qu'ils considèrent comme, négatifs, des cryptomonnaies. Par exemple, la volatilité, donc en faisant en sorte que ça ne puisse pas s'échanger qu'on ne puisse pas faire à des taux différents, qu'on ne puisse pas faire de spéculation dessus, en faisant passer la preuve, de travail par une preuve, la remplacer par une preuve d'enjeu pour essayer de limiter un petit peu les conséquences environnementales, par exemple. Donc il y a des certains parmi les milliers, sûrement maintenant la dizaine de milliers de cryptos, existantes, il y a des tentatives en fait de corriger le tir. Est-ce que, il y a des choses qui vont dans le bon sens ou est-ce que, finalement c'est juste, toujours reprendre, du solutionnisme technique, et essayer de le corriger? Je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, même quand ça va dans le bon sens, c'est le tu as tout à fait bien dit les choses, hein. C'est en fait, même quand ça va dans le bon sens,
ça reste, du solutionnisme technologique, quoi. C'est-à-dire que, même quand ça part de bonnes intentions et cetera, on reste avec un truc où, en fait, on est en train de, heu, plutôt que d'essayer de changer les structures de nos institutions, de nos relations et cetera, pour pouvoir créer de la confiance, qui est nécessaire parce que, c'est bien quand même entre humains, et humaines de pouvoir se faire confiance, de vivre en société et cetera. On essaye de déplacer ça en une espèce de confiance aveugle en une technologie et son implémentation, parce que, il y a ça aussi, hein, c'est que, même si on arrivait à faire un truc mathématiquement, très solide qui correspond à ce qu'on a décidé collectivement, ensuite il faut le mettre en œuvre et l'implémentation, elle peut avoir d'autres problèmes, des bugs, enfin tout un tas de choses, quoi. Hem et donc, en fait, plus on essaye de déplacer la confiance vers du code, vers des algorithmes, plutôt que vers des humains et des structures, institutionnelles et cetera, quoi. Et ça, en fait, c'est ça le solutionnisme technologique, quoi. C'est de dire, plutôt que d'essayer de faire en sorte que les structures, soient adaptées à ce qu'on veut démocratiquement, collectivement et cetera, on va imposer un outil technologique, qui est censé faire, mieux et qui, en fait, échoue la plupart du temps parce qu'il y a toujours des trucs qu'on n'avait pas prévus, la société elle évolue, et cetera. Enfin, Bitcoin, par exemple, si pour reprendre cet exemple-là, enfin, sur le papier, ça pourrait presque, marcher dans la vision politique qu'ils ont, si en fait on était capable de faire de la cryptographie asymétrique conviviale. Mais là, même la vision qu'ils ont, elle est complètement illusoire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça et de fait, l'écrasante majorité, mais genre, je sais même pas dire, combien, mais c'est très, très majoritaire des tout ce qui se fait sur des blockchains se fait sur des plateformes d'échange, centralisées, quoi. C'est pas du tout un truc décentralisé, enfin voilà. C'est un mythe la décentralisation totale, ça n'existe nulle part, parce que ça marche pas. Tu plaides pour revenir en fait à des systèmes de confiance, peut-être encadrer ou assister en fait des systèmes de mise en confiance entre les personnes. Hein. Non, en fait, c'est pas revenir, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut revenir à ça, je dis qu'il y a que ça qui peut exister. En fait, c'est marrant parce que même si on regarde dans l'histoire de Bitcoin, un des trucs qui a réussi à le populariser, c'est Silk Road. Silk Road, c'était un marché noir sur le darknet, où on pouvait acheter, de la drogue, et des trucs moins rigolos, genre des armes, des assassinats et cetera. Donc des trucs vraiment pas cool, mais bon, la plupart de l'utilisation, c'était quand même des gens qui voulaient acheter, de l'herbe, des champignons magiques, des choses comme ça, quoi. En fait, ce site, il utilisait Bitcoin parce que c'était un service caché, sur Tor, donc pour, protéger, les vendeurs et les acheteurs, et c'était un des pionniers dans l'utilisation de Bitcoin pour, partiellement, pseudonymiser, on va dire, ou anonymiser pour le vulgariser, quoi, les transactions. Sauf que, encore une fois, là, on parle pas purement une transaction, de crypto-monnaie. Il faut qu'il y ait un échange en réciprocité, quoi. C'est-à-dire que, si moi je veux commander des champignons magiques, je vais envoyer les bitcoins, mais d'abord je voudrais être sûr que je vais bien recevoir les champignons magiques et sauf que comme j'ai aucun moyen de me retourner contre le vendeur parce que j'ai aucun moyen de savoir qui c'est, Mmh. voilà. Et en fait, le jour où Silk Road ça s'est mis à marcher, c'est quand ils continuent d'utiliser Bitcoin pour, ce pseudo-anonymat que ça fournit, quoi, heu, mais en fait, ils ont arrêté l'aspect complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un séquestre. Le site s'est comporté comme un truc centralisé auquel il fallait faire confiance. Et donc, l'idée du site, c'était de dire, ok, vous n'avez pas confiance, mais c'est pas grave, regardez, en fait, la transaction, vous nous la faites à nous, nous, on a l'argent, on certifie au vendeur qu'on a l'argent, le vendeur nous fait confiance, et quand vous recevez les choses, vous le validez, et nous, à ce moment-là, on débloque la transaction et on envoie la transaction au vendeur. Et donc, c'est à la fois ce système-là qui a permis de faire en sorte que Bitcoin s'est mis à être utilisé, à monter en valeur, etc., parce que du coup, il y a plus de gens qui s'y sont intéressés. Il y a des gens qui ont acheté des Bitcoins exprès pour pouvoir s'acheter des champignons magiques, etc. Donc ça a fait monter le cours puisqu'il est purement spéculatif, enfin, c'est vraiment un objet qui n'a rien à voir avec la vraie vie. Donc c'est vraiment purement offre, demande, etc. Voilà.
Et en fait, c'est aussi ce qui a permis que Silk Road se casse la gueule à un moment donné parce que, du coup, comme ils possédaient tout, il y a un des administrateurs du site qui s'est barré avec la caisse, plus ou moins, quoi, à un moment donné. Parce qu'en fait, ils ont à nouveau tout centralisé. Mais le truc, c'est que s'ils n'avaient pas tout centralisé, en fait, ça n'aurait pas marché. Donc, c'est un peu ça le truc, quoi. C'est de dire, en fait, le problème, il est pas technique. Le problème, il est de la confiance. Et en fait, on ne sait pas faire sans. Il y a aucun truc qui fonctionne sans. Donc, c'est pas une question de revenir à des institutions de confiance, etc. C'est dire, par exemple, je sais pas, genre, à nouveau, les gens là qui veulent mettre des diplômes dans les blockchains, ils ont rien compris au film, quoi. C'est genre, un diplôme, ça a de la valeur que parce qu'on a confiance en l'institution qui l'a délivré. Et c'est pour ça qu'il y a des accréditations, c'est pour ça que voilà, il y a des choses comme ça pour autoriser à délivrer des diplômes ou non, etc. Et donc, c'est pas revenir à des institutions de confiance, c'est réaliser que c'est nécessaire qu'elles soient là. Et ensuite, si elles doivent être de confiance, mais qu'elles le sont pas, alors il faut les transformer. Mais ça, c'est un travail politique, social, collectif. C'est pas un travail technique. Donc en fait, depuis un peu plus de 15 ans, on assiste à une expérience sociale assez intéressante de voir comment en fait se propage un mécanisme, un outil qui s'en saisit et avec des personnes qui en profitent largement et des personnes qui elles, se font flouer, se font déposséder, se font disparaissent et avec l'augmentation de sa valeur sur le marché, hein, qui est juste une valeur d'échange, hein, les appétits vont grandissant et ça touche toujours plus de monde, à la fois parce que la valeur est plus grande et à la fois parce que pour pouvoir maintenir ce système-là, il faut toucher des cercles de plus en plus larges, hein, de futurs acquéreurs et donc là, en ce moment, le cours est redescendu de quelques dizaines de milliers de dollars. Mais ça, pour certains, c'est le moment au contraire, d'en acheter encore plus parce que il ne pourra que remonter puisque en fait, on est comme il est auto-réalisateur, hein, et comme tu dis, auto-performatif. Finalement, tant qu'il ne s'effondre pas, il ira toujours vers plus vers une augmentation en fait de ces échanges pour ceux qui sauront jouer de façon plus cynique que les autres, sans doute. Ouais, après ça, je sais pas si c'est une propriété unique aux crypto-monnaies, hein, ce qui est sûr, c'est que les crypto-monnaies, c'est vraiment un truc qui est purement spéculatif. Ça a pas d'autre parce que, par exemple, ce que tu viens de dire là, je pense, ça s'applique très bien, à n'importe quelle action en bourse, quoi, en partie. Mais la différence, c'est quand même qu'une action, c'est quand même un vrai titre de propriété d'un vrai truc. Enfin, une boîte, il y a quand même ses bâtiments, ses véhicules, ses machines, ses brevets, voilà, hem et donc, le jour où le jour où on liquide la boîte, par exemple, si ça va pas, bah, ou si on la revend ou quoi, on a ça au moins, quoi. Hem, avec la crypto-monnaie, il y a pas ça, c'est vraiment purement, spéculatif et donc on est vraiment, à nouveau, purement dans ce qu'on appelle la théorie du plus grand fou. C'est-à-dire que la valeur, d'un cryptoactif, c'est vraiment très exactement ce que le prochain pigeon est prêt à payer pour et donc on a vraiment un truc d'entraînement où, les gens qui sont dedans ont intérêt toujours à ce qu'il y en ait plus qui arrivent, et c'est pour ça que c'est un truc qui perdure aussi. C'est parce qu'il y a sans arrêt de la propagande, qui est faite. C'est pour ça qu'on invente sans arrêt, tous les projets qui sont autour, qui n'ont pas de sens techniquement, et cetera, ils sont là aussi pour, mettre en valeur la technologie, et cetera, et cetera. La bulle des NFT, ça a participé à faire monter les cryptomonnaies, tous les cryptoactifs, quoi, parce que ça a mis en avant dans les grands médias, et cetera, cette technologie et depuis, si on regarde, par exemple, il y a une demi heure par jour, week-end compris, sur BFM, par exemple, sur BFM TV, qui est consacrée entièrement, à la aux crypto-monnaies, aux cryptoactifs, et cetera, quoi. Les pros de la crypto, nin toutes ces émissions-là, c'est un truc de matraquage, de la même manière que on nous répète les cours de la bourse en permanence, et cetera. C'est du matraquage, de la propagande pour ce truc-là, quoi. Donc ça participe à ça aussi et de fait, il y
il y a des gens qui se font avoir parce que, enfin comme, je veux dire, de toute façon, c'est pareil en bourse, hein, en bourse, il y a, genre, je sais pas combien c'est, mais je crois que c'est 90 des gens qui sont perdants, quoi. Construire en fait du flou, entre une analogie, qui pourrait être pédagogique, qui pourrait être, heuristique pour, par exemple dans un papier scientifique, qui peut amener en fait à le départ d'une réflexion et ensuite filer l'analogie, c'est toujours très dangereux et en termes de raisonnement et ici, c'est même trompeur en termes de social, hein. Sur le vocabulaire mineur, par exemple, donc c'est très lié, on parle de mineurs et tout, c'est vraiment les mineurs qui vont dans la mine pour chercher l'or et cetera. Donc à nouveau, ça c'est, on retombe sur le truc de on veut faire croire que c'est de l'or numérique, on veut recréer de l'or numérique. Heu, Là où on voit aussi qu'il y a un parti pris politique, c'est que historiquement, les mineurs, c'est les gens qui descendent faire le travail dans la mine. C'est pas ceux qui possèdent les machines, quoi, et c'est pas les machines elles-mêmes. Et là, en fait, ce qu'on appelle des mineurs, qui ne minent rien, hein, qui forgent, en faisant des calculs aléatoires, c'est des gens qui possèdent les machines. C'est ce que, pour les vrais mineurs dans une mine, on appellerait les capitalistes. Et donc là, pareil, il y a une espèce de un confusionnisme qui est presque voulu et entretenu, de la même manière qu'avec le mot consensus et cetera. Enfin, des fois, on entend des discours, sur genre: «Ah mais, toi tu votes que tous les 5 ans», comme si c'était ça qui était important démocratiquement, alors que moi je vote toutes les 10 minutes parce que je participe à Bitcoin, quoi. Mais en fait, c'est pas un vote, enfin c'est un tirage au sort, quoi, qui par ailleurs, peut avoir plein de mérites, hein. Le tirage au sort, en l'occurrence, là, ça permet de mettre en œuvre, un truc comme ça et tout, mais il y a vraiment une confusion qui est à cause de ce terme de consensus et c'est pareil, le terme mineur, voilà, ça fait partie des termes, heu, qui, heu, qui sont mensongers, en fait. Pareil, portefeuille, on parle de portefeuille, mais en fait, c'est pas un portefeuille, c'est un compte parce que, c'est pas enfin, si c'était du cash, une propriété du cash, c'est que, on peut se croiser dans la rue, je te file un billet de 10 euros, je l'ai plus, tu l'as, personne d'autre est au courant, quoi. Là, c'est absolument pas ça, hein. Les transactions, elles sont toutes écrites sur un seul registre qui est centralisé. Il est distribué, mais on simule sa centralisation de la même manière qu'on simule son intégrité avec, un protocole, justement le mécanisme de consensus, de la cryptographie, et cetera, quoi. C'est trompeur, mais c'est une tromperie qui est par conception, quoi. C'est de ça qu'il faut se rendre compte, c'est que cette analogie avec, l'or, encore une fois, hein, c'est pas une analogie a posteriori, c'est une analogie a priori, quoi. C'est la volonté, elle était là, à la base, quoi. Un point que tu as mentionné, mais qu'on devait développer, c'était cette, importance, que les calculs réalisés par ces machines qui participent à la blockchain, que ces calculs soient n'aient pas une autre utilité. Ouais, en fait, donc du coup, tous ces calculs pour essayer de tirer quelqu'un au sort, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui trouve la solution d'une inéquation, par hasard, c'est important que ce soit des calculs inutiles parce que si, heu, je peux, vendre le résultat de ces calculs ou les utiliser par ailleurs, je peux avoir intérêt à tenter de faire ce que je disais tout à l'heure, de tenter de mettre en œuvre une double dépense en essayant de jouer sur 2 tableaux en même temps. Heu, Si les calculs sont purement inutiles, en fait, mon meilleur pari, c'est forcément de mettre le paquet sur tenter de trouver un bloc en premier pour avoir moi la récompense. Si je peux avoir une autre source de revenus pour rembourser ces calculs que la récompense, elle-même, alors je peux dire: «Je tente ma chance puisque de toute façon je n'y perds pas, voire de toute façon j'y gagne, et je tente de faire 2 calculs en parallèle et peut-être que je vais réussir à tricher». Voilà. En gros, c'est ça vraiment le nœud du truc. C'est que si j'arrive à mettre à profit, les calculs que je fais, s'ils sont utiles par ailleurs, je sais pas moi, pour, du calcul scientifique, ils génèrent de la chaleur que je peux revendre, j'en sais rien. Si les calculs sont utiles par ailleurs et qu'en fait, ils me coûtent rien, alors je peux vouloir tenter de toute façon, les faire et de réussir à tricher comme ça. Et ensuite, un autre problème qui peut arriver en ricochet, c'est que, comme finalement, même si on a un tirage au sort, qui fait que n'importe qui pourrait être tiré au sort théoriquement,
la probabilité, enfin les statistiques, ça va quand même être que ceux qui ont le plus de puissance de calcul vont être plus souvent tirés au sort. Parce qu'ils vont faire plus de calculs, ils vont plus facilement tomber sur le bon truc au hasard là. Et donc, si je peux gagner de l'argent quoi qu'il arrive, parce que je vends les calculs, par exemple, si j'ai de quoi mettre beaucoup d'argent au début pour faire beaucoup de calculs, et que ces calculs me rapportent de toute façon, je vais avoir plus d'argent pour pouvoir mettre plus, et ça va tout le temps être moi qui va gagner, puisque je gagne systématiquement, en fait. Il n'y a pas de temps en temps où je suis tiré au sort, etc. Et donc, on va avoir une accumulation, et au final, une concentration de la puissance de calcul à quelques endroits, ceux qui sont partis le mieux au départ, quoi, façon Monopoly, quoi. Et du coup, on casse complètement l'idée de soi-disant un truc décentralisé, ouvert à tout le monde, nanana, quoi. Donc ces calculs doivent être inutiles. Et donc ces calculs, ils doivent être inutiles. Et par ailleurs, ils sont ce qui fait que, enfin, si on a besoin d'une blockchain, on a besoin de ça. Et dans tous les autres cas, où on n'a pas vraiment besoin d'une blockchain, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une situation de défiance généralisée, et où on a besoin d'un registre, etc., on n'a pas besoin de faire ces calculs, quoi. On a d'autres mécanismes, on n'a pas besoin d'un mécanisme de consensus. Il y a un biais fondamental. Hein. Ouais. Et ça veut dire aussi que tous les projets de blockchain permissionnés, tous les projets de blockchain privés, etc., ça n'a aucun sens. C'est genre vraiment full débile, quoi. Même parmi les grands acteurs, je veux dire, qui ont aucune vertu, etc., parce que c'est des grands groupes capitalistes et tout ça, il y en a certains qui ont essayé, qui s'y sont mis, qui ont laissé tomber. IBM, par exemple, a complètement arrêté toutes ces solutions de blockchain d'entreprise, etc. Il y avait des gens qui travaillaient chez Amazon, qui déjà, il y a plus de 10 ans de ça, ils avaient des clients qui leur disaient genre « Ouais, mais il faudrait qu'on puisse faire de la blockchain, nanana, web service et tout, là. » Ils ont regardé genre « Mais alors, à quoi ça sert et tout ?» Il y a des ingés hyper compétents et tout qui se sont penchés sur le sujet et qui ont dit « Mais c'est quoi cette merde ?» Genre, ça sert à rien, on n'a aucun cas d'usage, en fait. Donc, non, on va pas proposer ça à nos clients, quoi. Donc, en gros, ça a été un mot-clé, un buzzword qui a appelé quelque part à disparaître, disons, remplacé par d'autres mots-clés tout aussi, voire pire. Hein. Ça a déjà un peu commencé. Si on regarde, il y a quand même, je pense bien 70, 80, 90% des charlatans blockchain qui maintenant sont des charlatans IA. Et avant ça, ils étaient des charlatans cloud, et avant ça, ils étaient des charlatans SEO. Ça, c'est des trucs, c'est les modes qui vont, qui viennent. Mais toutes les bêtises qu'il y a autour des IA génératives en ce moment, c'est aussi un vrai combat. Hein. Ouais. Oui, est-ce que c'est le même combat ? C'est le même combat au sens où c'est se battre contre l'approche technosolutionniste. Dans ce sens-là, oui, c'est un combat qui pousse dans le même sens de protection des libertés collectives, de méfiance vis-à-vis du solutionnisme technologique. Hein, il n'y a pas vraiment d'autre mot. Merci beaucoup, Pablo Rossi. De rien. Merci de m'avoir invité. C'était une chouette discussion. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.